Pendant des années, le monde a entendu des rumeurs, des gens qui ne revenaient pas, des trains partaient au petit matin, des listes se lisaient à voix basse, des rues se vidaient sans prévenir, mais rien n'avait été clairement vu, jusqu'au jour où les portes se sont ouvertes. Ce que ceux qui sont entrés en premier ont trouvé n'était pas seulement la destruction, mais quelque chose qui n'avait pas de nom. Des wagons remplis de corps, des pièces où l'air était irrespirable, des gens assis par terre ne sachant plus s'ils devaient bouger. Ce n'était pas un sauvetage, c'était une découverte. Les troupes n'ont pas libéré, elles ont cherché, elles ont documenté. Elles ont vu les survivants lever à peine la tête. Puis sont arrivées les caméras, les rapports, les cartons de dossiers, les mots écrits par ceux qui regardaient droit devant eux et ne parlaient plus jamais de la même manière. Et puis, un autre processus a commencé. Raconté, jugé, archivé. D'un train arrêté à Dachau à une potence à Nuremberg, la chaîne des événements a continué son cours. Ce qui restait n'était ni une consolation ni une justice complète, mais une preuve irréfutable de tout ce qui s'était passé pendant que le monde regardait encore ailleurs. Déportation, peur et séparation. Le silence était un signe dangereux. Chaque fois que les haut-parleurs cessaient de diffuser des ordres ou que les patrouilles omettaient d'effectuer leurs rondes habituelles, une angoisse nouvelle envahissait le ghetto. Ce n'était pas du soulagement, c'était une peur contenue. Plus d'une fois, cette pause fut le prélude à une rafle, et lorsqu'ils arrivaient, ils le faisaient avec un calme méthodique, sans avoir besoin d'élever la voix ni de courir. Ils entraient dans les maisons comme s'ils savaient déjà qui cherchait. Les gens étaient traînés dehors ou forcés à entrer, peu importe qu'ils soient âgés ou enfants, malades ou qu'on crie qu'ils étaient indispensables à leur atelier. Une fois quelqu'un inscrit sur la liste, son sort était scellé. Les premiers jours, personne ne savait exactement où les disparus étaient emmenés. On parlait de camps de travail, de nouveaux campements, d'endroits où il y aurait de la nourriture et un abri. Beaucoup se portaient même volontaires si cela permettait de garder leur famille réunie. Mais la réalité s'imposa bientôt. Ceux qui partaient n'écrivaient pas, ne revenaient pas, ne laissaient aucune trace. On commença à parler de trains qui ne revenaient jamais, de gares où l'on voyait des milliers de personnes embarquées sans bagages, les gardes surveillant leurs moindres faits et gestes, armes au poing. Les gares devinrent un véritable théâtre de terreur. Pas d'ordre ni d'explication claire, seulement des cris, des bousculades et des tris. Les gens étaient alignés, évalués d'un coup d'œil et séparés par sexe, âge ou condition physique. Certaines mères suppliaient de partir avec leurs enfants, d'autres tentaient de les cacher dans des couvertures ou des sacs. Mais les gardes ne négocièrent pas. Les décisions se prenaient en quelques secondes. Un hochement de tête à gauche pouvait signifier la mort immédiate. Un hochement de tête à droite, une nouvelle façon de survivre. À l'intérieur du ghetto, la nouvelle de chaque nouvelle déportation suscitait une panique généralisée. Les familles commencèrent à cacher les plus vulnérables. Des compartiments furent creusés sous terre, de faux murs furent érigés, les enfants déguisés en adultes. Certains tentèrent de fabriquer de faux documents ou de verser des pots de vin aux personnes en charge des listes. Mais rien ne garantissait rien. Les raids étaient imprévisibles. Ils pouvaient arriver de nuit comme en plein jour et apportèrent souvent avec eux des listes préétablies contenant des noms que personne ne s'attendait à y trouver. La trahison devint monnaie courante. Face à la peur et au désespoir, certains commencèrent à dénoncer les autres. Le simple fait de laisser entendre que quelqu'un cachait un fugitif ou avait menti sur son âge suffisait à être ajouté à la sélection suivante. Personne n'était à l'abri. Les informateurs, en plus de garantir une récompense minime, offraient l'illusion de retarder son sort. L'évasion était une tentative désespérée. Certains parvinrent à quitter le ghetto par des tunnels improvisés ou des passages clandestins à travers les murs, mais une fois dehors, le danger ne diminuait pas. Ils devaient se cacher parmi des inconnus, adopter de nouvelles identités, faire semblant d'être qui ils étaient. Les paysans environnants, dans bien des cas, ne voulaient rien savoir de tout cela. Certains aidèrent, certes, mais beaucoup dénoncèrent ou livrèrent carrément les fugitifs, par peur ou pour de l'argent. Certains décidèrent de ne pas fuir, mais de résister en se cachant. Pendant des semaines, voire des mois, des familles entières s'enfermèrent dans de petites pièces sans lumière, bougeant à peine, vivant des miettes que d'autres osaient leur apporter en secret. À plusieurs reprises,
Ce silence prolongé sauva des vies, mais à maintes reprises, il fut interrompu par un seul bruit insolite qui déclencha la tragédie. À l'intérieur du ghetto, les effets étaient visibles. Les rues se vidaient après chaque opération, les ateliers perdèrent des ouvriers, les écoles de fortune fermaient, les lits restaient vides et les couvertures roulaient. Ce qui avait été une maison de 6 ou 7 personnes n'en abritait plus que 2 ou 3, qui évitaient de se regarder dans les yeux pour ne pas se souvenir de qui manquait. La peur n'était plus seulement de mourir, mais d'être complètement seul. L'information circulant dans le ghetto devint un outil de survie. Ceux qui connaissaient à l'avance les noms qui figureraient sur les listes pouvaient prendre des décisions difficiles, fuir, se cacher, se séparer de leurs proches. Mais ces informations n'étaient pas toujours fiables et étaient parfois utilisées pour extorquer, manipuler ou simplement semer le chaos. Personne ne savait à qui faire confiance. Chaque décision était marquée par la peur. Rester chez soi ou aller travailler, cacher un proche ou tenter de lui obtenir de nouveaux papiers, faire confiance à un voisin ou garder le silence. Tout pouvait avoir des conséquences irréversibles. Et pourtant, chacun devait décider jour après jour comment continuer, comment survivre un jour de plus sans tout perdre. C'était une époque où beaucoup comprenaient que le plus douloureux n'était pas seulement la perte, mais le processus lent et confus de la séparation. Il n'y avait pas d'adieu clair ni de tombes à pleurer. Les gens disparaissaient, tout simplement. Ils disparaissaient au milieu des cris, des bousculades et des trains. Et à chaque départ, le ghetto devenait un peu plus vide, plus silencieux, plus désespéré. Dans de nombreux foyers, la journée commençait avec l'incertitude du retour le soir même. Les gens vivaient sous une tension constante, sans certitude, sans avenir visible. Les enfants apprenaient à se taire, à ne pas poser de questions, à comprendre que la sécurité n'existait plus. Les mères, habituées à réconforter, ne trouvaient plus les mots pour apaiser leurs pleurs. Parfois, ces pleurs ne provenaient pas d'une peur immédiate, mais d'une absence qui s'accentuait de jour en jour. La place d'un frère, d'un grand-parent ou d'un ami devenait vide. Et ce vide devenait une présence constante. Lorsque le bruit des trains les atteignait au loin, leur corps tout entier se tendait. Ce bruit ne faisait plus partie du paysage, mais était un présage. Ils savaient ce que cela signifiait. Des centaines de personnes, parquées comme du bétail, montaient dans des wagons sans connaître leur destination. Souvent, ceux qui restaient ne savaient pas s'ils devaient se sentir soulagés de ne pas avoir été appelés ou coupables d'être en vie. L'espoir se mêlait à la peur et chaque nouveau jour ressemblait plus à une épreuve qu'à une continuation de la vie. Les rumeurs sur les destinations finales circulaient de bouche à oreille. Certains parlaient de camps de travail où l'on produisait du pain ou des vêtements, d'autres d'usines ou de zones sanitaires. Mais de plus en plus de gens commençaient à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de travail. Les détails étaient vagues, les récits rares, mais il était clair que ceux qui partaient ne revenaient pas. Et si quelqu'un parvenait à envoyer une lettre, elle arrivait écrite avec des phrases génériques, soigneusement choisies, comme si quelqu'un avait regardé par-dessus son épaule au moment de l'écriture. Certains tentaient de s'organiser, de chercher des solutions collectives, de former des réseaux d'information et de protection. Des familles se rassemblaient pour faire tourner les enfants d'un foyer à l'autre dans l'idée de mieux les cacher. D'autres partageaient nourriture ou vêtements, essayant de s'assurer que les plus faibles puissent au moins résister un peu plus longtemps. Mais la peur a fini par éroder même ces alliances. À mesure que la répression s'intensifiait, les liens se brisaient. Non par manque d'affection, mais par urgence de survivre. Parfois, les enfants étaient envoyés chez des inconnus, avec la promesse qu'ils seraient plus en sécurité ailleurs. Il ne s'agissait pas d'un abandon, mais d'un acte d'amour désespéré. Les mères serraient leurs enfants contre elles avant de les leur confier, sachant que ce pourrait être la dernière fois. Et c'était souvent le cas. Certaines parvenaient à survivre cachées sous d'autres identités, dans des villages lointains ou chez des paysans qui risquaient tout pour les cacher. D'autres n'avaient pas cette chance. Le simple fait de pleurer ou de prononcer leur vrai nom pouvait sceller leur destin. Ceux qui restaient apprenaient à vivre avec l'absence. Certains gardèrent les effets personnels de ceux qui étaient partis, comme s'ils les serraient contre eux. Un foulard, une tasse, une paire de chaussures. Ils étaient soigneusement rangés dans un coin, comme si quelqu'un pouvait revenir à tout moment et en avoir besoin. Mais avec le temps, ces objets aussi se couvraient de poussière et étaient oubliés.
Seul le souvenir ne disparaissait pas, même s'il commençait à faire mal. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Le silence s'épaississait, les murs semblaient plus fins, et les rêves, au lieu de repos, apportaient des images confuses d'adieu, de poursuite et d'adieu inachevés. Souvent, il se réveillait, le corps tremblant et le cœur battant la chamade. Il ne savait pas si c'était à cause du froid ou du cauchemar. Et parfois, c'était les deux. Dans certains secteurs du ghetto, on commença à parler de se cacher en groupe pendant les sélections. Certains préparaient des cachettes communes, greniers, caves, trappes. On racontait des histoires de ceux qui avaient survécu des journées entières sans bouger, respirant à peine, tandis que des bottes parcouraient les rues à la recherche du prochain à prendre. Mais tous ne parvenaient pas à passer inaperçus. Parfois, un éternuement, un cri ou un simple craquement sous les pieds suffisait à tout gâcher. Dans ce cas, les châtiments s'abattaient non seulement sur ceux qui se cachaient, mais aussi sur ceux qui les avaient protégés. Pourtant, beaucoup persistaient. L'alternative était d'abandonner sans combattre. Chaque jour était une petite victoire, même s'il était empreint de peur. Dans ce contexte, même les plus petites choses prenaient une valeur nouvelle. Partager un morceau de pain, échanger des informations sur une rafle imminente, offrir un coin où se cacher pour la nuit. Chaque geste était un acte de résistance, même s'il n'était pas reconnu comme tel. Le système était conçu pour briser les gens, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. L'isolement, la séparation, la terreur, tout était calculé pour détruire toute forme d'organisation ou de solidarité. Mais même dans cet environnement hostile, des moments de soutien mutuel continuaient d'émerger. Ils n'étaient ni fréquents ni faciles, mais ils existaient. Et pour beaucoup, ils étaient la seule chose qui maintenait la volonté de continuer. À mesure que les déportations s'intensifiaient, l'idée même d'un chez-soi s'est intensifiée. Les maisons n'étaient plus des refuges, les voisins des alliés fiables, la routine n'offrait plus de réconfort. Tout se résumait à survivre un jour de plus. Certains y parvenaient pendant des semaines, d'autres des mois, mais dans tous les cas, l'expérience laissait une trace indélébile. Le sentiment qu'à tout instant, tout pouvait disparaître, même soi-même. Les adieux étaient rapides quand ils existaient. Une étreinte, un regard, un mot murmuré. Il n'y avait pas de temps pour plus. Et même si certains essayaient de rester fermes, il était difficile de contenir leurs mains tremblantes ou leurs gorges serrées. Les larmes coulaient silencieusement, sans bruit, comme si cela pouvait attirer une attention malsaine. Dans ce monde, même la douleur devait être cachée. C'est ainsi que, petit à petit, la séparation cessa d'être une exception pour devenir un phénomène quotidien. Vivre avec la peur constante de tout perdre était la nouvelle norme. Et si beaucoup s'adaptaient extérieurement, intérieurement, ils étaient bouleversants. Certains le montraient par le regard, d'autres par le silence, d'autres encore par cette rigidité que le corps prend lorsqu'il n'y a plus rien à faire face au destin qui approche. Arrivé au camp de concentration, il n'y avait ni intimité ni confort dans le camp. Tout était conçu pour briser le corps, puis l'esprit. Dès l'entrée, la première chose qu'on rencontrait n'était ni une cellule, ni un dortoir, mais une file d'attente. Une file pour l'enregistrement, une autre pour les vêtements, une autre pour l'hygiène, une autre pour l'interminable attente. Le temps perdait son sens et le froid, présent dès les premières heures, semblait interminable. Le corps se mettait à frissonner sans permission et cela ne s'arrêtait pas. Les vêtements distribués n'étaient ni à la taille ni chauds. C'était un ensemble léger, porté par d'autres auparavant, taché, marqué et sans boutons. Il n'y avait pas le choix. Chemises rayées, pantalons amples, casquettes amples, parfois un seul vêtement pour tout l'hiver. Et pour les pieds, des chaussures déchirées, ou sans lacets, en bois dur ou en tissu déchiré. Beaucoup ne recevaient rien, et le peu qu'on obtenait devait être échangé rapidement. Car au camp, un vêtement supplémentaire pouvait faire la différence entre la vie et la maladie. Personne ne se demandait si un vêtement était pour une femme ou un homme, s'il était bien ajusté ou non. Seule la protection de la peau comptait. Les latrines étaient éloignées des lieux de couchage. C'étaient des rangées de cavités creusées dans le ciment ou des bancs en bois, sans cloison, sans eau, sans porte et sans nettoyage. Elles devaient être utilisées à la vue de tous. La puanteur était insupportable. Parfois, les prisonniers étaient battus pour avoir mis trop de temps, pour y être allés au mauvais moment, pour ne pas avoir supporté la diarrhée dont tant souffraient.
En hiver, aller aux toilettes risquait de mourir de froid. Mais rester sur place signifiait aussi tomber malade. Il n'y avait pas de repos. Certains essayaient d'utiliser des seaux, des chiffons ou des recoins cachés, mais tout était puni. Tout écart par rapport à la norme était considéré comme de l'insubordination. Et les punitions n'étaient pas discutées. L'hygiène personnelle était quasi inexistante. On recevait un seul savon pendant des semaines, parfois pour plusieurs détenus. Les douches étaient rares. L'eau était rare ou gelée. On ne se lavait pas les cheveux, les mains non plus. Leur corps était couvert de plaies, d'éruptions cutanées et de morsures. Leurs ongles noircissaient. Nombre d'entre elles perdaient leurs cheveux à cause d'infections ou du froid. Les poux circulaient parmi tout le monde. Les femmes essayaient de se couvrir les cheveux avec ce qu'elles avaient sous la main. Parfois, un morceau de tissu servait de mouchoir. D'autres fois, elles baissaient simplement la tête. Personne ne sentait bon. Personne ne se plaignait car se plaindre était un luxe dangereux. Dormir n'était pas non plus une activité réparatrice. On dormait sur des couchettes en bois dur, à 3 ou 4 niveaux, sans matelas. Parfois seulement sur des planches humides. Chaque détenu se voyait attribuer un espace minuscule, partagé avec d'autres. Les corps étaient entassés, les pieds étaient proches du visage de l'autre. Celles qui avaient de la fièvre frissonnaient à côté de celles qui pouvaient encore se tenir debout. Il n'y avait pas de drap, les couvertures étaient rares et partagées. En hiver, la laine se glaçait en quittant la bouche. On inhalait les vapeurs de son compagnon. Certaines mouraient dans leur sommeil, d'autres faisaient semblant de dormir pour éviter un ordre ou une raclée. Le froid devenait une menace constante, non seulement à cause des températures, mais aussi à cause du manque de vêtements, de nourriture et de mouvements. Parfois, les détenus étaient contraints de rester dehors pendant des heures, sous la neige ou la pluie, dans des formations où personne ne pouvait bouger. Si quelqu'un tombait, il ne pouvait se relever sans permission. S'il tremblait trop, il recevait un coup. S'il parlait, il était puni. Le corps perdait peu à peu sa capacité à produire de la chaleur. Certains tentaient de s'abriter avec du papier, des chiffons, tout ce qu'ils trouvaient. Mais les gardes de sécurité l'en empêchaient. Le travail physique était obligatoire, même pour ceux qui ne pouvaient pas se tenir debout. Chacun était tenu à l'effort dès le premier jour. Les malades aussi, les personnes âgées aussi. Si quelqu'un s'effondrait, il était emmené. S'il se plaignait, il était battu. S'il résistait, il était éliminé. Personne ne savait avec certitude quelle était la punition pour non-obéissance à un ordre, mais chacun savait qu'il valait mieux ne pas s'enquérir. L'obéissance ne garantissait pas la vie, mais le doute garantissait la douleur. La nourriture était rare, mais ce n'était pas un hasard. La malnutrition était programmée. Chaque jour, les gens recevaient un morceau de pain, une soupe d'eau avec des coques, un liquide sombre appelé café. La nourriture arrivait dans des seaux, servis à la louche, sans contrôle. Certains jours, il n'y en avait pas assez. D'autres, il y en avait, mais la qualité était si mauvaise que beaucoup vomissaient après avoir mangé. La sensation de faim ne disparaissait jamais. On parlait de nourriture tout le temps. On rêvait de nourriture. On partageait des recettes imaginaires. Certains gardaient des miettes dans leurs poches. D'autres troquaient des morceaux de pain contre un bouton, une ficelle, une petite lame. Leur corps, soumis au froid, à une mauvaise alimentation et à un effort physique constant, commencèrent à s'affaisser. Les os saillaient, la peau collait à leur visage, les yeux s'enfonçaient, les femmes n'avaient plus de règles, les hommes perdèrent de la force, personne ne conservait sa taille, sa voix, sa silhouette. En peu de temps, chacun n'était plus que l'ombre de lui-même. Et en se voyant, il se voyait dans le futur, nul besoin d'un miroir pour le savoir. Le corps parlait de lui-même. Ici, le mot « santé » perdait tout son sens. Les maladies se propageaient dans les baraquements, se multipliant sans contact. Le froid, le manque d'abri et les chiffons mouillés accéléraient les rhumes, les fièvres et la faiblesse physique. Personne ne parlait de grippe ou de bronchite, car ce qui commençait par un frisson se terminait presque toujours par un drap sur le visage. Personne ne demandait de l'aide. Personne n'en offrait. Le silence face à la maladie était aussi une façon d'essayer de survivre un jour de plus. L'eau était présente, mais elle n'était pas potable. Parfois, elle sentait la rouille. D'autres fois, elle était trouble. D'autres fois, elle ne sortait pas du tout. On buvait dans des seaux communs remplis de terre, de graisse, voire de sang.
Les infections intestinales étaient inévitables. Nombreux étaient ceux qui passaient leur journée pliés en deux de douleur, le ventre gonflé, se traînant jusqu'aux latrines. Vomissements, diarrhée et faim se mêlaient à un malaise incessant. Certains s'effondraient en marchant. D'autres étaient assis contre les murs, incapables de se lever, les yeux fixés sur un point invisible. Les poux étaient omniprésents. Ils mordaient sans relâche, se cachant dans les coutures des vêtements, dans les matelas, dans les plis du cou. Se gratter était presque un réflexe. Certains s'arrachèrent la peau. Le typhus, transmis par ces parasites, était une autre menace quotidienne. Lorsqu'une caserne était déclarée infectée, personne n'osait y entrer. L'odeur était indéniable. Nul besoin de médecin pour savoir que si l'on contractait de la fièvre et des imperfections cutanées, la fin était proche. Dans ces cas-là, les malades étaient emmenés dans une autre section, loin, pour mourir seuls, leur corps ne servant plus d'excuse à de nouvelles épidémies. La nourriture ne nourrissait plus. C'était plus symbolique que réel. Un liquide tiède le matin, que certains appelaient soupe, même s'il ne contenait pas un seul morceau solide. À midi, un morceau de pain noir, humide et moisi. Le soir, une autre tasse d'eau chaude avec des résidus flottants. Parfois, avec un peu de chance, un peu de peau de pomme de terre. Mais le plus souvent, l'estomac gargouillait, la tête était douloureuse et la faiblesse devenait la norme. Les os commençaient à percer la peau. Le visage s'affaissait. Le corps ne reconnaissait plus la faim comme une sensation. C'était autre chose, plus profond, comme si le corps commençait à se fermer de l'intérieur. Certains essayaient de tirer le meilleur parti du peu qu'ils recevaient. Ils coupaient le pain en petits morceaux, les comptaient et les distribuaient tout au long de la journée. D'autres le cachaient sous le matelas, l'échangeant contre des cigarettes ou des bouts de tissu. Il y avait aussi des vols. Un moment d'inattention pendant le sommeil pouvait signifier la perte de la seule chose qui restait pour survivre. Parfois, la faim était si insupportable que certains mangeaient la nourriture des cadavres fraîchement tombés. Cela ne choquait plus personne. L'horreur avait franchi ce seuil depuis longtemps. Au sein des baraquements, des hiérarchies tacites s'établissaient. Certains parvenaient à rester près du poêle s'il y en avait un. Les plus forts imposaient leur place. Certains étaient contremaîtres nommés par les gardes, d'autres étaient simplement plus craints. Les jeunes femmes étaient souvent placées dans les zones centrales. Les plus âgées, près de la porte, par où le froid entrait sans permission. Les règles étaient dictées par la nécessité. Ce n'était pas juste, et ce qui se passait à l'extérieur n'était pas juste non plus. C'était juste ça. La violence existait aussi entre les prisonniers eux-mêmes. Les nerfs à vif, la pression constante et la peur quotidienne poussaient beaucoup à exploser pour des broutilles. Un regard incompris, une place disputée dans la file, un mot fort. Les disputes se résolvaient par des bousculades, des insultes et des coups. Personne n'intervenait. Chacun avait sa bataille intérieure. La solidarité, si elle existait, était rare. Certains partageaient un chiffon, une cuillère ou un conseil pour calmer une fièvre. Mais ce n'était pas courant. Dans les latrines, l'humiliation était totale. C'étaient des trous dans le sol, recouverts de bois pourri, sans murs, sans rideaux, sans intimité. Les files d'attente étaient longues, surtout au petit matin, quand les estomacs gargouillaient à cause d'une diarrhée chronique. L'odeur imprégnait tout, même les vêtements. Ceux qui n'arrivaient pas à l'heure le faisaient dans les baraquements, non par manque de volonté, mais parce qu'ils ne pouvaient pas se tenir debout. Certains tombaient malades à cause du froid, à force de rester assis dans la boue glacée, le corps tremblant. Personne ne les jugeait. Chacun savait qu'ils pourraient être les mêmes demain. Certains prisonniers ne parlèrent plus. Ils se contentaient de fixer du regard, comme s'ils avaient décidé que se taire valait mieux que gaspiller leur énergie. D'autres déliraient. Ils nommaient des noms, parlaient aux morts et imploraient discrètement leur pardon. Certains marchaient en rond. L'un d'eux répétait même la même phrase pendant des heures. Les dommages mentaux étaient aussi évidents que les dommages physiques. Les plus jeunes vieillissaient en quelques semaines. Les plus âgés s'éteignaient sans que personne ne s'en aperçoive. Il y avait aussi les punitions. Si quelqu'un était surpris en train de voler du pain, on le forçait à faire la queue pendant des heures au soleil ou sous la neige. Si quelqu'un s'endormait pendant le travail, il était battu ou envoyé dans des zones plus hostiles. Parfois, tout le groupe en souffrait.
Une seule erreur et tout le monde se retrouvait sans nourriture. Un mot déplacé et toute la caserne était punie. Cela semait la peur et la méfiance. Personne ne voulait parler. Personne ne voulait être responsable. Les nuits étaient pires. Le froid s'infiltrait par les fissures. Les couvertures étaient rares, partagées par 3 ou 4 personnes. Certains pleuraient en silence, d'autres priaient. Parfois une voix chantait doucement, non pas par joie, mais par habitude. Comme si ces chants les aidaient à se rappeler qu'autrefois, il y avait eu une vie différente, avec des lits propres, de la nourriture chaude et des câlins. Ce souvenir était la seule chose qu'ils ne pouvaient pas effacer. Résister sans armes, le corps et l'esprit. Dans un environnement où la volonté était constamment brisée par le froid, la faim et la peur, les corps commençaient à dépérir devant l'âme. Mais résister ne signifiait pas toujours hisser un drapeau ou fuir. Souvent, le véritable combat se livrait de l'intérieur, en silence, dans des pensées que personne ne pouvait voler, dans des gestes simples qui préservaient un peu d'humanité. Les journées étaient toutes semblables. Rangées après rangées, le regard fixé au sol, le dos voûté, les os dépassant d'un tissu sale et informe, le sol boueux ou gelé selon la saison, et le bruit constant de pas forcés et d'ordres sans réponse. Mais au milieu de ce cycle répétitif et dégradant, certains gardaient une part d'eux-mêmes intacte. Certains murmuraient des chansons de leur enfance en travaillant. Ils ne le faisaient pas à voix haute ni à autrui. C'était une sorte de murmure à peine perceptible, une mélodie qui aidait à donner le rythme, comme si un battement intérieur pouvait s'opposer à celui dicté par les cris ou les coups. Bien que leurs lèvres remuent à peine, cette mélodie silencieuse offrait un ancrage à quelque chose d'autrefois, une vie antérieure où l'on pouvait chanter sans punition. Tout le monde ne savait pas chanter, mais le souvenir d'une chanson pouvait être plus fort que la fin. Les prières aussi restaient vivantes, même à voix basse, les yeux ouverts, sans signe visible, car toute trace de dévotion était perçue comme un défi. Beaucoup ne priaient pas dans l'attente d'une réponse, mais parce que c'était la seule habitude qui leur rappelait qu'ils étaient encore des êtres humains. Ce n'étaient pas de longues prières élaborées, juste de courtes phrases répétées à l'infini, comme une formule apprise enfant et qui continuait d'avoir du sens même lorsque tout le reste avait été perdu. La pensée était peut-être le dernier refuge, tandis que leur corps se traînait parmi les briques, les pierres, les outils ou les cadavres, beaucoup s'échappaient avec des images du passé. Ce n'étaient pas toujours des souvenirs heureux, parfois ce n'étaient que des détails, l'odeur du pain chaud, la voix d'une mère, le toucher d'un tissu propre. D'autres tentaient d'imaginer des scénarios impossibles, comme une table dressée ou une pièce baignée de lumière et de chaleur. C'est grâce à cette capacité d'imagination que certains ont trouvé le moyen de tenir le coup. Malgré les divisions, les hiérarchies imposées et la peur constante, les gestes d'humanité ne disparaissaient pas complètement. Certains partageaient un morceau de pain volé ou feignaient d'être plus forts pour protéger un plus faible lors d'une inspection. D'autres murmuraient des mots d'encouragement quand personne n'écoutait. Et d'autres encore s'asseyaient simplement à côté d'un autre pour lui tenir compagnie en silence. Un manteau emprunté, mal ajusté pendant quelques minutes, une main qui aidait quelqu'un à se relever après une chute, un regard fixe et sans jugement. Tout cela avait valeur de rébellion. Le froid, qui transperçait les eaux depuis l'aube, ne pouvait éteindre complètement ces petites flammes. Même dans les latrines, où la puanteur était insupportable, il arrivait qu'un prisonnier aide un autre à se laver ou tienne un compagnon malade pour qu'il ne s'effondre pas. Dans les baraquements, lorsque personne n'avait plus la force de parler, les respirations partagées formaient une sorte de résistance passive. Une couverture déchirée servait à deux. Un chiffon humide se passait pour se rafraîchir le front. Personne n'avait rien, mais certains partageaient encore le peu qui restait. Le désespoir planait comme une ombre constante. Beaucoup cessaient de parler, de bouger, de penser. Ils marchaient comme s'ils étaient déjà morts. L'apathie était une forme de défense, une réponse à l'excès d'horreur. D'autres, en revanche, étaient emplis d'une rage silencieuse qu'ils ne parvenèrent pas à canaliser. Cette fureur n'explosa pas, mais elle s'accumula dans leurs muscles, dans leurs mâchoires serrées, dans leurs yeux qui ne versaient plus de larmes. Ils résistèrent non seulement avec gentillesse, mais aussi avec un ressentiment contenu. L'espoir, bien que fragile, existait aussi. Parfois, il provenait d'une rumeur, les Russes étaient proches, les nazis sur le point de tomber. Un transport de troupes avait été perdu. D'autres fois, l'espoir était sans fondement, mais il servait néanmoins son but.
Croire que quelqu'un d'extérieur se souvenait d'eux, que la guerre allait finir, qu'ils survivraient peut-être pour raconter l'histoire. Cette idée, aussi lointaine ou absurde soit-elle, a permis à certains de se lever le lendemain. Dans les moments les plus difficiles, même lorsque leur corps refusait de continuer, certains s'efforçaient de maintenir la routine. Compter les pas, se répéter mentalement une histoire, faire un geste précis chaque soir avant de dormir. Même si personne d'autre ne le voyait, cet acte répété avait un pouvoir immense. Il confirmait qu'ils étaient toujours là, non pas comme des ombres, mais comme des êtres qui malgré tout n'avaient pas été complètement vaincus. Les nuits étaient particulièrement longues, le froid transperçait les murs de bois et les couvertures étaient insuffisantes. Certains s'étreignaient sans un mot, simplement pour éviter de geler. Peu importait qu'ils se connaissent ou non. Le contact était une forme de réconfort qui n'exigeait aucune explication. Parfois, quelqu'un murmurait une histoire, réelle ou inventée, pour maintenir éveillés les esprits encore réticents. Les mots n'avaient pas besoin d'être cohérents. Cela suffisait à éloigner l'image de la mort pendant quelques minutes. Certains écrivaient des phrases avec un fusain, cachés dans les murs ou sur de vieux papiers. D'autres traçaient des symboles sur le sol avec leurs doigts, et certains essayaient de dessiner mentalement les rues de leur quartier, les visages de leurs parents, les meubles de leur maison. Bien que tout cela semblait inutile, cela les servait à rester entiers. La mémoire était une arme, même si personne ne la voyait. Tous ne survivaient pas. Nombreux étaient ceux qui tombaient d'épuisement, de maladie, de tristesse. Mais même parmi ceux qui savaient que la fin approchait, certains continuaient à chanter intérieurement, à prier doucement, à rêver en silence. C'était une façon de ne pas abandonner complètement, de préserver une étincelle que ni la faim ni la terreur ne pouvaient éteindre. Tous n'y parvenaient pas, mais certains y parvenaient, et cela suffisait aux autres pour tenter de continuer. Les corps qui avaient autrefois couru, ri, dansé ou écrit des lettres se traînaient désormais péniblement sur la terre gelée ou la boue. Mais même ces corps affamés cachaient encore quelque chose d'intact, une part intérieure qui ne voulait pas céder. C'était la volonté d'exister, non pas comme une protestation ouverte, mais comme une affirmation silencieuse. Respirer, rester debout, regarder devant soi sans s'évanouir, tout cela était un acte de résistance. Et bien que personne ne le célébrât ni ne le gardât en mémoire, ces petits gestes se répétaient chaque jour dans les recoins les plus sombres. Dans les moments de repos, si tant est qu'on puisse les appeler ainsi, certains trouvaient un coin et s'asseyaient sur leurs deux pieds pour se réchauffer. Là, tandis que le corps tremblait, l'esprit cherchait à s'évader. L'imagination était un passage secret. Visualiser un repas chaud, une conversation avec un frère ou un après-midi ordinaire au soleil. Peu importait que le souvenir soit réel ou inventé, il servait le même but, car la réalité était trop dure pour être habitée en permanence. Il fallait la quitter, ne serait-ce que les yeux fermés. Parfois, une voix apparaissait, parlant doucement, décrivant à quoi ressemblait leur ville, leur maison, leur école, leur rue. Elle ne faisait pas cela pour enseigner quoi que ce soit. Elle parlait seulement pour entendre sa propre voix, dire des choses dont elle se souvenait encore, comme si les nommer les rendait réels l'espace d'un instant. D'autres écoutaient en silence. Personne ne l'interrompait. Car au milieu de la crasse, de la douleur et de la brutalité, cette voix était un fil conducteur du monde qu'ils avaient perdu. L'écouter, c'était comme toucher quelque chose qui n'avait pas encore été détruit. Certains maintenaient des routines presque absurdes. Ils se peignaient les cheveux avec les doigts, ajustaient leurs vêtements déchirés comme s'ils se souciaient encore de leur apparence, se lavaient le visage avec un chiffon humide dès qu'ils trouvaient de l'eau. Ils ne le faisaient ni par hygiène, ni par fierté. C'était une façon de dire « Je suis toujours là, je suis toujours quelqu'un, je n'ai pas encore été effacé ». Le plus petit geste pouvait avoir valeur de déclaration d'existence. Même les objets les plus insignifiants prenaient de l'importance. Un bouton trouvé dans le sol, un fil qui pouvait servir à raccommoder une chaussure, un morceau de papier qui pouvait servir à écrire un mot. Certains cachaient ces objets comme des trésors, car dans un monde où tout était contrôlé, posséder quelque chose à soi, aussi infime soit-il, c'était avoir une part de liberté. Parfois, quelqu'un apprenait à quelqu'un à écrire son nom ou à compter dans une autre langue. Ce n'était pas un cours formel, juste un bref échange pendant une pause. Mais apprendre quelque chose de nouveau, aussi futile que cela puisse paraître, était un mode de vie.
continuer à grandir intérieurement pendant que tout le reste se consumait à l'extérieur. Apprendre n'était pas un but, c'était un moyen de se rappeler que son âme ne s'était pas encore endormie. Il y avait aussi des moments d'humour, très brefs, presque imperceptibles. Une remarque sarcastique sur un garde, une phrase absurde, un rire étouffé. Personne n'éclatait de rire, mais une grimace pouvait suffire. L'humour n'était pas une moquerie, c'était une défense, non pas contre une punition, mais contre le désespoir. Le rire, même intérieur, était une façon de ne pas abandonner. La camaraderie n'était pas toujours explicite. Parfois, elle se manifestait par un silence partagé, par le fait de ne pas dénoncer les autres, de ne pas bousculer quelqu'un qui était tombé, de ne pas voler un morceau de pain. Ces omissions étaient des formes de respect. Dans un endroit où la trahison pouvait être récompensée et où l'on pouvait informer des vies sauvées, choisir de ne pas nuire était déjà une forme de courage. Dans certains coins, sur les murs ou sur les planches de bois, des marques apparaissaient. Des lignes comptées, des symboles, des mots écrits au fusain ou avec des clous. C'étaient des signes, parfois des noms, d'autres des dates ou de courtes phrases. Personne ne savait qui les avait écrites, mais chacun savait qu'elles signifièrent quelque chose. C'étaient des empreintes de pas, non pas pour être lues, mais pour que quelqu'un, à un moment donné, sache que quelqu'un était passé par là et voulait laisser une trace de son passage. Le sommeil était un champ de bataille. Dormir signifiait risquer de ne pas se réveiller, mais c'était aussi une trêve. Beaucoup rêvaient de choses simples. Un repas complet, un lit propre, la voix d'un père, mais d'autres faisaient des cauchemars. L'horreur ne disparaissait pas les yeux fermés. Pourtant, certains préférèrent dormir parce que, pendant quelques heures, ils pouvaient vivre dans un autre monde. La maladie était une menace constante, mais même face à elle, des actes de résistance subsistaient. Partager une couverture avec un compagnon malade, renoncer à leur dernier verre d'eau, rester aux côtés de quelqu'un qui ne pouvait se relever. Personne ne les y forçait. Ces décisions étaient nées du lien invisible que la souffrance pouvait créer. Par ces gestes, l'humanité survivait à l'inhumain. Quand l'un d'eux mourait, il n'y avait pas toujours de pleurs. Parfois, ils se couvraient simplement le visage d'un linge ou arrangeaient leur corps pour qu'ils ne se tordent pas. C'était un petit geste, muet, mais profondément significatif. Cela signifiait que cette personne, bien que perdue, n'était pas réduite à un numéro. On la reconnaissait encore comme quelqu'un. Certains savaient qu'ils n'en sortiraient pas vivants, et pourtant ils agissaient comme si la fin était encore lointaine. Ils marchèrent debout, répondèrent fermement et évitaient de supplier. Ce n'était pas de la fierté, c'était de la dignité. Une façon de dire que, même si tout autour d'eux s'était effondré, ils avaient choisi la façon de faire leur dernier pas. Certains avaient écrit des fragments sur des feuilles de papier cachées, sur des serviettes, sur des bouts de tissu. Ce n'étaient pas des lettres, c'étaient des fragments de mémoire. Nouvelles, listes de noms, descriptions de ce qu'ils avaient vu. Écrire était dangereux, mais cela signifiait aussi laisser la preuve que tout n'avait pas été effacé. Ces écrits n'étaient pas destinés à être lus sur le champ. C'étaient des messages annonçant un avenir incertain. La faim était peut-être l'ennemi le plus tenace. Mais même face à elle, elle résistait. Manger plus lentement, conserver une miette, échanger un morceau contre un autre. Il y avait des stratégies, des calculs, des décisions. Il ne s'agissait pas seulement de se nourrir, mais de prolonger leur existence un peu plus longtemps, d'éviter l'effondrement, même pour quelques heures. Leur regard était aussi une forme de résistance. Regarder droit devant alors que tout indiquait qu'ils devaient baisser la tête, se regarder sans peur, sans jugement, partager une expression, un geste, un signe. Il y avait une communication silencieuse qui les unissait au-delà des mots. Ce réseau invisible soutenait beaucoup d'entre eux lorsqu'ils n'avaient plus de force. Et quand quelqu'un parvenait à s'échapper, quand il franchissait une porte, un portail, une frontière, il emportait avec lui non seulement sa propre histoire, mais celle de tous les autres. Car résister sans armes n'était pas un acte individuel, c'était une chaîne de gestes silencieux, de pensées secrètes, de petites actions. C'était une façon de survivre sans faire de bruit, sans attirer l'attention, sans se laisser complètement anéantir. Lorsque les troupes américaines arrivèrent aux abords du camp de Dachau, la première chose qu'elles trouvèrent fut un train à l'arrêt, composé d'une 50aine de wagons de marchandises. À l'intérieur, des cadavres en décomposition. C'est le spectacle qu'elles découvrirent avant même d'ouvrir une porte.
Certains corps étaient empilés jusqu'au plafond. Les portes du train s'ouvraient difficilement et à l'intérieur, il n'y avait de place que pour la mort. Certains soldats ne purent regarder longtemps, d'autres ne purent détacher leur regard. C'était le premier contact direct que beaucoup d'entre eux eurent avec quelque chose dont, jusqu'alors, ils n'avaient entendu parler que dans des rapports fragmentaires ou des échanges entre officiers supérieurs. Ce qu'ils virent ce jour-là ne relevait ni d'une opération militaire, ni d'un combat traditionnel, mais plutôt d'une preuve silencieuse et tangible de ce qui s'était passé avant leur arrivée. Parmi les témoins figurait un jeune médecin militaire nommé Harold Porter. Membre de l'équipe arrivée avec les premières unités, il écrivit une lettre décrivant ce qu'il avait vu. Il parle de corps gisant au sol, de personnes respirant à peine, d'autres immobiles. Il décrivit une pièce où les corps étaient entassés au hasard, certains nus, d'autres vêtus de haillons. Il dit que des personnes étaient si maigres que chaque os en ressortait et que l'odeur était si forte que beaucoup ne supportaient pas d'y rester plus de quelques minutes. Il mentionna également les crématoriums, les douches et le sentiment de se trouver dans un lieu où l'idée même d'humanité avait été anéantie. Ces paroles ne contenaient ni jugement ni drame. Ils se contentèrent de raconter ce qui se passait sous leurs yeux, comme s'il était impossible de le comprendre, mais seulement de l'enregistrer. Les réactions des soldats variaient, mais tous s'accordaient sur un point, le choc. Certains étaient incrédules, d'autres fondirent en larmes. Certains restèrent des heures dans un silence absolu, sans dire un mot, sans bouger au-delà du strict nécessaire. Plusieurs vomirent. D'autres restèrent sans pouvoir manger pendant des jours. L'armée était préparée au combat, aux tirs, aux explosions, mais pas à ce qui semblait être le résultat d'une extermination méticuleuse. La discipline était partiellement maintenue. Certains ordres furent donnés, d'autres ignorés. Dans certains cas, ce qui fut déclenché n'était pas une opération, mais une réaction. Parmi les commandants se trouvait le lieutenant William Walsh. En entrant dans le camp et constatant l'état des prisonniers ainsi que l'ampleur des événements, il prit seul des décisions. Il ordonna l'exécution immédiate des prisonniers allemands liés à l'administration du camp. Certains furent alignés le long d'un mur, d'autres dans un wagon. Plusieurs moururent le jour même. D'autres prisonniers du camp, libérés quelques minutes auparavant, reçurent des armes pour agir eux-mêmes. Il ne s'agissait pas d'un ordre formel, mais d'une réaction directe, fondée sur ce qu'il avait vu et sur ce que les prisonniers lui avaient raconté. Certains soldats de l'armée américaine, dont des médecins, refusèrent de soigner les blessés allemands. Ils se justifièrent en affirmant qu'ils ne pouvaient pas soigner les personnes ayant participé aux événements. Quelques jours plus tard, des rumeurs firent surface concernant des exécutions extrajudiciaires. Des photographes militaires prirent des photos. Des témoignages furent enregistrés. Des rapports internes existèrent. Mais le général George Patton, nommé gouverneur militaire de Bavière, décida de ne pas donner suite aux enquêtes officielles. Il les suspendit et n'autorisa pas la poursuite des poursuites. D'après les archives, il préférait que les événements ne soient pas rapportés officiellement, non par ignorance mais par choix. Au cours des années suivantes, diverses versions tentèrent d'expliquer les faits. Certains minimisèrent le nombre de morts, d'autres ne nièrent pas les faits, mais les présentèrent comme une réaction émotionnelle face aux preuves. La réalité était que, lors de la libération de Dachau, des dizaines de soldats allemands furent tués sans procès ni interrogatoire. Pendant ce temps, sur le front de l'Est, l'armée rouge atteignit les portes d'Auschwitz. C'était en janvier 1945. Les troupes soviétiques y trouvèrent quelques 7000 prisonniers encore en vie. Les autres avaient été déplacés des semaines plus tôt lors d'une retraite forcée. Ils laissèrent derrière eux non seulement des personnes malades ou affaiblies, mais aussi toute une infrastructure, baraquements, crématoriums et entrepôts. Les archives mentionnent la découverte de piles de cheveux humains, de lunettes, de chaussures et d'effets personnels classés par type. Ils découvrirent également des tombes ouvertes, des restes calcinés et des traces d'exécutions récentes. Les troupes ne firent aucune déclaration publique immédiate, mais des rapports internes décrivent des scènes similaires à celles découvertes par les Américains à Dachau. Le colonel Basil Petrenko écrivit que les prisonniers n'étaient guère plus que des squelettes. Il ne s'agissait pas de soldats ni de blessés au combat, mais de civils, dont beaucoup étaient âgés, femmes ou enfants, qui avaient survécu dans des conditions extrêmes. Après la libération, des camps comme Buchenwald
et Sachsenhausen furent utilisés par les autorités soviétiques pour emprisonner des officiers allemands, des collaborateurs et des civils considérés comme dangereux. On rapporta que la situation des détenus n'y était pas très différente de celle des prisonniers juifs. La répression n'était pas la même, mais les conditions étaient tout aussi dures, cellules froides, nourriture rare, surveillance constante. Certains rapports de l'époque décrivent ces centres de détention comme des lieux de rééducation, mais aussi comme des prisons pour ceux considérés comme une menace pour le nouvel ordre en cours d'instauration. Parmi les personnes arrêtées figuraient des soldats, d'anciens responsables du parti nazi, des sympathisants, ainsi que des citoyens polonais germanisés pendant l'occupation. La distinction entre prisonniers coupables et suspects n'était pas toujours claire et les décisions étaient prises rapidement. Dans le cas de Dachau, le nombre de personnes libérées fut officiellement annoncé par le haut commandement américain, plus de 32 000 personnes. On rapporta également que près de 300 prisonniers ennemis avaient été tués au cours de l'opération. À l'époque, les circonstances de leur mort n'avaient pas été rendues publiques. Aucune mention n'était faite des exécutions par les soldats. Ces informations furent gardées confidentielles pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'avec le temps que davantage de détails furent révélés grâce à des lettres, des témoignages et des documents déclassifiés. Les images prises lors de l'entrée dans le camp furent versées aux archives officielles. Certaines servirent de preuves lors des procès ultérieurs, d'autres restèrent entreposées pendant des décennies. L'objectif n'était pas immédiat, mais le témoignage était déjà établi. Les portes du camp s'étaient ouvertes et avec elles, un nouveau processus commença, documenter, comprendre, juger. La justice entre en scène, Nuremberg, procès et restes anonymes. Après la libération des camps, l'étape suivante ne fut pas immédiate. Il fallut du temps pour organiser, comprendre et classer les informations qui émergeaient. Les images prises par les soldats, les témoignages recueillis sur place, les effets personnels retrouvés dans les caves et les entrepôts, les documents abandonnés par les officiers en fuite, tout devait être analysé. Ce qui n'était jusque-là que soupçons ou rapports fragmentaires se transforma en preuves directes. Les autorités alliées décidèrent qu'il ne suffisait pas de libérer les prisonniers. Il ne suffisait pas non plus de démontrer ce qui s'était passé. Il leur fallait juger. S'ouvrit alors un procès qui serait plus tard connu sous le nom de procès de Nuremberg. C'est là que furent appelés à répondre devant un tribunal international les signataires d'ordre, les chefs de département et les figures marquantes du régime pendant des années. L'un des accusés était Fritz Sauckel, responsable du programme de travail forcé dans les territoires occupés. Lors de son interrogatoire, il se défendit en affirmant avoir agi sur ordre, que sa mission était d'organiser le travail et non les camps de concentration. Les documents présentés indiquaient le contraire. Ils détaillaient des chiffres, des déplacements de personnes et des correspondances internes, le liant à des transferts massifs de civils vers des usines allemandes. Alfred Jodl, chef des opérations du haut commandement de la Wehrmacht, fut également poursuivi. Il fut tenu pour responsable d'avoir signé des ordres de représailles et d'avoir autorisé des opérations comprenant l'exécution d'otages et des déportations. Lors du procès, il a soutenu que son rôle était militaire, sans implication directe dans les décisions concernant les camps. Les dossiers ont montré qu'il avait assisté à des réunions où les itinéraires de déportation et les mesures de punition collective étaient définis. Arthur Seyss-Inquart était également condamné. Il avait été commissaire du Reich aux Pays-Bas. Durant son mandat, des déportations massives de juifs néerlandais furent mises en œuvre, ainsi que des exécutions publiques de membres de la résistance. Les documents présentés faisaient état de décrets signés par lui, d'ordres de confiscation de biens et de registres d'arrestation collective. Sa défense reposait sur le fait qu'il avait tenté de maintenir l'ordre dans une situation complexe, mais le tribunal a jugé sa participation active à la mise en œuvre des politiques d'extermination manifestes. Julius Streicher, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Der Stürmer, connu pour sa propagande antisémite, était également jugé. Bien qu'il n'ait pas participé directement aux opérations militaires ni à l'administration du camp, son incitation constante à la haine et son rôle de promoteur de l'antisémitisme ont été considérés comme des éléments essentiels dans la création d'un climat propice aux crimes commis. Lors des audiences, des films tournés par les Alliés eux-mêmes lors de la libération des camps furent projetés. Des images de corps entassés, de baraquements infestés et de fours encore chauds furent projetées.
Des lettres furent également lues, des témoignages de survivants furent présentés et des enregistrements d'interrogatoires furent diffusés. Les réponses des accusés allaient du déni à l'esquive en passant par des tentatives de minimiser leurs responsabilités. Certains affirmèrent ignorer ce qui se passait dans les camps. D'autres affirmèrent obéir aux ordres. D'autres encore gardèrent le silence. Rares furent ceux qui reconnurent une quelconque culpabilité. La documentation était si abondante que dans bien des cas, la présence de témoins n'était pas nécessaire. Il suffisait de lire les ordres signés, d'examiner les inventaires, les listes de transport, les formulaires avec nom et date. Il ne s'agissait pas de récits oraux, mais de dossiers complets portant les signatures des responsables. Les condamnations furent rapides, de nombreux accusés furent condamnés à mort, les exécutions eurent lieu par pendaison, aucune cérémonie ni discours final ne furent prononcés. L'exécution de la peine fut enregistrée et les corps incinérés. Les cendres furent dispersées dans l'Isard, aucun nom, aucune plaque, aucun monument n'y furent apposés. L'objectif était qu'aucune trace ne subsiste, qu'aucun groupe ne puisse revendiquer, commémorer ou transformer ces restes en symboles. Il s'agissait d'une décision administrative et non symbolique. Elle fut appliquée rapidement et sans exception. Les archives du tribunal conservaient les documents, les photographies et les procès-verbaux de chaque séance. Des copies furent distribuées aux pays alliés, certaines furent archivées, d'autres servaient de matériel pédagogique. Mais le contenu était clair. Les responsables avaient été jugés sur la base de preuves directes, sans discours ni réflexion. Pendant ce temps, à Nuremberg, des camps, des fosses communes et des entrepôts continuaient d'être découverts ailleurs en Europe. Chacun avait sa propre dynamique, son histoire spécifique. Mais le schéma était similaire. Prisonniers réduits au strict minimum, installations conçues pour l'enfermement de masse, registres méticuleux des entrées et des sorties. Dans certains cas, les troupes libératrices ne trouvèrent personne en vie, seulement des objets, des traces ou des vestiges d'une évasion. Dans d'autres, des survivants furent retrouvés incapables de parler, de marcher ou de réagir immédiatement. La détérioration était extrême. Les médecins documentèrent les cas, tentant de rétablir les fonctions vitales, mais le mal était déjà fait. Il ne s'agissait pas seulement de la faim, mais de mois, voire d'années, d'enfermement, d'exposition au froid, de travail forcé et de négligence médicale. Les chiffres s'accumulèrent. Les camps furent nommés. Les responsables furent localisés. Certains ont réussi à s'échapper avant d'être capturés. Ils ont changé de nom, se sont cachés dans des zones rurales, ont émigré sous de fausses identités. Certains ont vécu des décennies sans être identifiés, d'autres ont été découverts des années plus tard grâce à de nouveaux documents ou à des témoignages les situant dans des lieux précis. Dans plusieurs pays, des enquêtes tardives ont été ouvertes. Des traces ont été recherchées, des témoins contactés, des demandes d'extradition ont été formulées. Mais beaucoup sont morts avant d'être jugés. La plupart des actions en justice se sont concentrées sur les premières années d'après-guerre. Par la suite, l'intérêt a diminué. Malgré cela, les archives ont continué de s'enrichir. Lettres, mémoires, journaux intimes, photographies cachées, tout a été ajouté au dossier général. La libération ne s'est pas terminée avec la fermeture des camps. Elle s'est poursuivie devant les tribunaux, lors des perquisitions, dans des rapports qui figurent encore aujourd'hui dans les bibliothèques et les archives. Parallèlement, certaines autorités locales, tant en Europe occidentale que dans les territoires libérés par l'Union soviétique, ont créé des commissions pour recueillir les témoignages des survivants. L'objectif était d'enregistrer ce qui s'était passé tant que la mémoire était encore vive, avant que le temps n'en altère les détails. Ces témoignages étaient divers. Certains étaient brefs, d'autres détaillés. Ils décrivaient les routines, les punitions, les noms des commandants, des moments précis. L'objectif n'était pas de trouver des coupables, mais de construire un récit basé sur les faits. Les documents furent compilés, archivés et, dans bien des cas, oubliés pendant des années. Ce n'est qu'avec le temps qu'ils commencèrent à être numérisés, traduits et rendus publics. Les récits faisaient état de files d'attente interminables, de latrines gelées, de rations insuffisantes, de punitions pour avoir regardé le mauvais garde. Des détails qui, additionnés, formaient un tableau clair. Pour ceux qui avaient vécu dans ces lieux, la libération ne signifiait pas la fin de tout. Beaucoup n'avaient nulle part où aller. Leurs maisons avaient été détruites. Leurs familles avaient disparu. Leur communauté n'existait plus.
Certains restèrent dans des camps de déplacés. D'autres tentèrent d'émigrer. Plusieurs retournèrent dans leur ville natale, mais ne trouvèrent personne à les attendre. La vie continua, mais pas comme avant. Il y avait des documents à gérer, des identités à reconstituer, des corps à panser. Des listes de survivants furent dressées. Des noms furent recherchés parmi les ruines. Certains passaient des semaines devant les bureaux militaires à demander une mère, un fils ou un frère, et les réponses n'arrivaient pas toujours. Les noms figuraient sur les papiers, mais pas les personnes. D'autres fois, on retrouvait quelqu'un, mais la distance émotionnelle était telle que les retrouvailles devenaient difficiles. Le retour n'était pas automatique. Le traumatisme était toujours présent. Ce qui restait après avoir ouvert la porte. Au fil du temps, des détails tenus secrets pendant la guerre commencèrent à émerger. Certains soldats ayant participé à la libération écrivirent des mémoires, d'autres donnèrent des interviews des années plus tard. Plusieurs affirmèrent que les images du premier jour ne s'étaient jamais effacées de leur mémoire. Ils décrivaient l'odeur, l'étrange silence, le regard de ceux qui étaient encore en vie. Ce n'étaient pas des scènes de bataille, mais quelque chose de plus difficile à assimiler. Il y avait des gens assis par terre, insensibles, d'autres se cachant par crainte d'un nouveau châtiment. Et aussi ceux qui, à la vue des soldats alliés, s'effondrèrent tout simplement. Leur corps n'en pouvait plus. La libération n'était pas une célébration. C'était une interruption dans une routine de misère. Certains prisonniers ne comprirent pas immédiatement ce qui se passait. Ils ne savaient pas s'il fallait faire confiance, s'il s'agissait d'un piège, s'il fallait obéir ou fuir. Les soldats, quant à eux, n'étaient pas préparés à cette scène. Ils avaient été entraînés à se battre, pas à soigner des personnes souffrant de faim ou d'une maladie incurable. Dans certains cas, les erreurs étaient inévitables. Donner de la nourriture à ceux qui avaient passé des semaines sans repas réguliers entraînait des complications médicales. Plusieurs moururent d'indigestion. D'autres ne supportèrent pas le changement climatique, le passage d'une couchette découverte à une ambulance de fortune. Les médecins tentèrent de stabiliser les plus faibles, mais le nombre de personnes dans le besoin dépassa toutes les espérances. Des hôpitaux improvisés furent mis en place, des cuisines mobiles furent installées et des équipes de nettoyage envoyées. Mais tout cela prit du temps et, dans bien des cas, il était trop tard. Des prisonniers mouraient même après leur libération. Leurs corps ne répondèrent plus, leurs esprits non plus. Au fur et à mesure que les camps étaient documentés, des listes, des dossiers et des registres apparurent. Les nazis avaient tout consigné avec précision. Il y avait des feuilles avec les noms, les dates, les itinéraires de transport, les quantités de nourriture attribuées et les punitions infligées. Certains documents furent retrouvés intacts, d'autres furent endommagés par les intempéries, le feu ou une évasion précipitée. Malgré cela, une grande partie des événements fut reconstituée. Dans plusieurs camps, des piles d'effets personnels furent retrouvées. Montres, photographies, livres pour enfants, documents d'identité. Rien n'était laissé au hasard. Chaque objet avait été classé. De nombreux prisonniers, à leur arrivée, étaient contraints de remettre tous leurs biens. Les objets étaient entreposés ou vendus. D'autres étaient simplement accumulés. À Auschwitz, des piles de cheveux humains furent découvertes, triées par couleur. On trouvait également des collections de dents, de prothèses et de chaussures, non pas par négligence, mais dans le cadre d'un système structuré. La classification des objets faisait partie du processus ultérieur. On tentait de restituer ce qui pouvait l'être, mais dans la plupart des cas, il n'y avait personne à qui donner quoi que ce soit. Les familles étaient mortes ou dispersées. Des archives furent créées pour préserver les objets trouvés. Certains objets étaient exposés dans des musées, d'autres rangés dans des boîtes numérotées. L'objectif était de préserver ces objets comme preuves. Il ne s'agissait pas de mémoire, mais de preuves matérielles. Chaque vêtement, chaque étiquette, chaque marque faisait partie d'un dossier. Aucune interprétation ni embellissement n'était autorisé. Tout était simplement enregistré. L'approche était technique, mais l'accumulation générait une image claire. La logique du camp n'était pas celle d'une punition spontanée, mais plutôt celle d'une procédure suivie. Chaque action était documentée. Chaque nom était noté. Chaque transport enregistré. Les Alliés ont également retrouvé des photographies prises par les nazis eux-mêmes, des images de construction, des listes et des inspections. Certaines montraient des officiers posant. D'autres
des prisonniers effectuant des travaux forcés. Il y avait aussi des plans, des schémas et des instructions. Tout cela fut intégré aux archives officielles. Les textes furent traduits, les documents compilés et présentés au tribunal. Certaines images étaient si explicites qu'elles furent dissimulées. D'autres furent utilisées comme matériel de formation. Les documents furent intégrés à un réseau international d'archives. L'objectif était non seulement d'obtenir justice immédiatement, mais aussi d'empêcher que les faits ne soient niés ultérieurement. Le volume de documents était tel que le déni était intenable. Chaque camp libéré apportait davantage d'informations. Chaque prisonnier secouru avait une histoire. Chaque objet retrouvé avait une histoire. Après les procès, la plupart des camps furent démantelés. Certains devinrent des mémoriaux, d'autres furent fermés au public. Plusieurs restèrent à l'abandon pendant des années, jusqu'à ce qu'il soit décidé de récupérer leurs installations à des fins historiques. L'objectif était de préserver le site tel qu'il avait été découvert, sans embellissement, sans modification. Certaines baraques furent réparées uniquement pour éviter leur effondrement. Des plaques furent apposées, des itinéraires furent tracés et des règles de visite furent établies. Les symboles politiques et les photographies non autorisées étaient interdits. Les musées n'étaient pas des centres d'interprétation mais de préservation. Les visites étaient guidées avec des explications précises. Aucune conclusion n'était proposée, seulement des faits. Les témoignages étaient présentés sans filtre. Les images étaient non retouchées. L'idée était de ne pas perturber la perception, de montrer sans interpréter. Parallèlement, des travaux de localisation de fosses communes furent entrepris. Des enterrements collectifs furent découverts dans plusieurs pays. Certains furent découverts à proximité des camps, d'autres dans des zones rurales où des exécutions avaient eu lieu. Des exhumations furent effectuées. Des prélèvements furent effectués. Dans certains cas, les victimes furent identifiées, dans d'autres non. Les restes furent transférés dans des cimetières spécifiques. Des pierres tombales numérotées furent posées. Aucun nom ne fut utilisé. Seules des dates et des codes furent utilisés. La tâche n'était pas symbolique, mais plutôt un acte d'archive. Les autorités cherchaient à compter, non à honorer. Le deuil était personnel, l'archive était institutionnelle. Les chiffres augmentèrent, les listes s'allongèrent. Les questions aussi, mais les réponses se trouvaient dans les documents et non dans des interprétations ultérieures. Pour de nombreux soldats, l'expérience de la libération d'un camp marqua la fin de leur participation à la guerre. Non pas parce qu'ils n'avaient plus de mission, mais parce que, après cela, tout le reste leur semblait sans importance. Certains n'en parlèrent plus jamais. D'autres en firent leur unique récit. Plusieurs prirent des photos, ignorant que ces images seraient utilisées des décennies plus tard comme preuve. Beaucoup écrivirent des lettres à leurs familles pour décrire ce qu'ils avaient vu. Ces lettres furent conservées. Certaines figurèrent dans des archives personnelles, d'autres dans des collections publiques. Elles s'accordèrent toutes sur un point, l'impact était permanent. Il ne pouvait être effacé. Il ne pouvait être surmonté. Nous avons simplement appris à vivre avec. La documentation continua de s'enrichir. Des livres furent publiés, des expositions furent organisées, des centres d'études furent créés, mais le contenu fondamental demeurait le même, ce que l'on découvrait à l'ouverture des portes. Ce n'étaient pas des théories, ce n'étaient pas des interprétations, c'étaient des archives, ce qui était écrit sur les papiers, ce qui avait été photographié, ce qui avait été filmé. L'information était directe, sans fioritures, sans adjectifs, juste des faits. Le temps n'y changea rien. Il n'en élargit que la portée. Plus les archives s'ouvraient, plus les données disponibles s'accumulaient. Mais l'essentiel demeurait intact. L'horreur n'avait pas besoin d'explication. Il suffisait de la montrer telle qu'elle était. Ainsi se terminait ce chapitre. Avec des champs ouverts, des archives pleines, des images impossibles à effacer. Il n'y eut pas de conclusion émotionnelle. Il n'y eut pas de réparation complète. Il ne restait qu'un enregistrement. Car après tout, il ne restait que ce qui pouvait être préservé. Un train arrêté. Une liste de noms, un document signé, un corps sans vie dans un wagon, une lettre restée sans réponse. Voilà ce que l'on découvrit à l'ouverture des portes, et c'est tout ce qui resta.